Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour une soirée qui nous tient vraiment à cœur au Renard Doré. C'est une soirée qui concerne un livre et il y a des livres dans la vie de tout libraire qui changent quelque chose, des livres où on se dit il faut qu'on en parle, c'est important d'en parler parce que c'est une publication qui a fait bouger les choses, qui a fait réfléchir au Japon et c'est une publication qui j'espère va vous faire bouger les choses ici en France. Donc on a des invités assez exceptionnels ce soir qui vont venir parler de ce sujet. Ce soir on parle d'Enfroid au silence et je vais laisser la parole aux femmes puisque c'est les femmes qui vont parler ce soir. Et je vous demande d'accueillir et d'applaudir s'il vous plaît Marie Palot qui nous fait l'honneur de venir. Merci à tous de vous être déplacés. Je t'ai caché, vraiment, c'était très bizarre. J'étais comme ça, je vous voyais à moitié et je suis ravie de vous voir en vrai. Et surtout autour d'un sujet qui nous touche toutes et tous, à moins d'une intervention divine, je pense que nous avons tous une mère, au moins. Peut-être une sœur, des amis, etc. Et la question du sexisme aujourd'hui, elle est plus que jamais au cœur des débats, au cœur de l'actualité, avec des initiatives comme des marches dans toute la France, mais aussi comme ce soir cette table ronde où des autrices viennent pour briser le silence. Et je vais les appeler puisqu'on est entouré de gens vraiment exceptionnels. Alors, dans un premier temps, on a Alexandra Marion qui est journaliste et qui a pu faire un reportage au Japon, enquêter un peu sur le hashtag MeToo et faire une interview dont on va vous parler un peu après. On a aussi l'autrice de BD Yatou qui a signé 7 albums, qui parle régulièrement des choses de la vie, le harcèlement scolaire, le logement, mais aussi le sexisme. Et Bruno Femme, alors c'est pas vraiment une femme, mais il y a femme dans son nom, donc on sait que c'est en plus il a des cheveux magnifiques, bref. Directeur éditorial d'Akata qui va nous parler justement d'Enfroid au silence, mais pas que. Donc je vous remercie de les accueillir très chaleureusement. Alors, dans un premier temps, je vais refaire un peu un passage vers chacun de vous pour retracer un petit peu votre parcours et expliquer pourquoi vous êtes là. Donc, Alexandra Marion, tu es journaliste, tu as gagné un prix qui t'a permis de partir au Japon pour mener un reportage. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, le prix Robert Guillain, c'est un prix qui est organisé par l'Association de presse France-Japon avec l'ambassade, le soutien de la MCJP et d'autres sociétés comme là en l'occurrence c'était ANA et Japan Railways. Et en fait, le but, c'est de proposer un sujet pour les jeunes journalistes encore étudiants ou jeunes journalistes professionnels âgés de moins de 35 ans. Il s'agit pour cela d'envoyer un dossier présentant un sujet de reportage. Donc c'est une note d'intention un petit peu plus développée dans lequel on explique pourquoi on veut faire ce reportage, etc. En l'occurrence, j'avais proposé comme sujet le MeToo au Japon. Donc voilà, donc j'ai été une des 2 lauréates 2018 et ce qui m'a permis de partir au Japon réaliser ce reportage sur place. Et tu as pu réaliser notamment une interview de Shiori Ito, exactement, dont on va parler, qui a pu sortir un livre et vous verrez, l'histoire est assez glaçante. Yatou, 7 albums à ton actif, donc auteur de BD, de strips, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Tu abordes des thèmes de la vie de tous les jours, notamment le sexisme. Ouais, donc j'ai fait 7 albums de bande dessinée qui traitent de problèmes de société en général, comme le harcèlement scolaire, le harcèlement de rue aussi, l'exploitation des stagiaires, que des problèmes de société mais de façon humoristique. Et les 2 derniers albums que j'ai faits, ça traite de stéréotypes de genre, des inégalités hommes-femmes en fait, donc pas mon genre, ça c'est plus autobiographique, ça parle de mon ressenti personnel. Sur le fait que j'aime pas qu'on mette les gens dans des cases. Si t'es une fille, forcément, tu dois aimer telle ou telle chose, t'es faible, t'es douce, t'aimes le rose, tout ça. Et même pour les garçons aussi, il y a des stéréotypes, il doit être fort, il aime le foot et tout ça. C'est plus un ressenti, c'est autobiographique, quoi. C'est plus personnel. Alors que celui-là, c'est plus... c'est de l'heroic fantasy en fait. C'est la femme en fait qui a une place centrale dans l'histoire. Donc j'ai voulu reprendre des contes existants et pour montrer un petit peu les inégalités hommes-femmes en reprenant ces contes, donc avec je suis rien mot, pardon. Il n'y a pas de problème, ça va nous arriver très régulièrement. Donc Erika, les princes en détresse, c'est une princesse qui sauve des princes en détresse et du coup j'inverse les rôles en fait. Donc c'est les femmes qui sont
le sexe fort qui sont au héros pouvoir. Tout est inversé en fait. C'est, les chevaliers, c'est des chevalières, les forgerons, des forgeronnes. Donc c'est pour nous amener à réfléchir un petit peu sur les rapports hommes-femmes, sur tous ces problèmes-là en fait. Pas très bien. On va revenir dessus de toute façon. Et Bruno, directeur éditorial de chez Akata. Akata qui présente tout un type d'œuvres très différents. Ouais, on a un catalogue varié. Ce que je dis souvent, c'est que j'aime bien, bon, ça fait toujours un peu pompeux de dire ça comme ça, mais j'aime bien faire des œuvres qui peuvent sauver des vies. C'est ce que je dis souvent. Et voilà, c'est pour moi, c'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour ça que j'aime ça. Et c'est pour ça que j'aime le manga aussi, parce qu'il a toujours regardé frontalement la société. Et voilà. Et c'est le cas dans Pro au silence. C'est le cas dans Proie au silence qui met les pieds dans le plat à plein de niveaux. Voilà, parce que c'est l'histoire d'une jeune femme. Je sais pas si les gens l'ont lu. Après, on va pas le cacher, on l'a pas caché au moment de la promo. Donc c'est l'histoire d'une femme qui s'est fait violer par le conjoint d'une de ses proches. Et donc ça va être son parcours après. L'histoire commence bien après le viol et va durer. On va la suivre pendant 8 tomes avec plein d'autres choses. Enfin, je peux pas trop en parler sans spoiler. En plus, il n'y a que le tome 1 qui est sorti, mais voilà, l'œuvre est vraiment très dense. Elle aborde le point de vue les sujets globalement du sexisme et de la discrimination de plein de points de vue, de manière complémentaire, sans cliché. De manière assez grise en fait, ni noir ni tout blanc et voilà. Et comment cette femme, donc professeure, arrive à se reconstruire après un événement aussi traumatique. Si elle n'y arrive pas, il y a plein d'autres personnages qui vont tourner autour et globalement ça parle beaucoup de la société, des rapports humains aussi en général. Voilà, pour moi Akane Torikai de toute façon c'est vraiment une artiste exceptionnelle. En fait c'est vrai que ça faisait longtemps que je la lisais parce que en tant qu'éditeur je lis plein de choses et il y a des moments où on se dit non c'est pas le moment pour sortir des livres. Voilà, et donc là, c'était le moment. Ben ouais, il faut croire. C'est vrai que, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais envie de la publier et il y a toujours la question de savoir avec quel ouvrage on commence. Puis bon, c'est vrai qu'on... Ouais, c'est toujours compliqué parce que c'est des sujets qui peuvent... qui sont difficiles et qui peuvent heurter. Enfin, voilà, on le sait. On l'a signé il y a 1 an et demi maintenant. C'est vrai qu'entre le moment où on signe les ouvrages et on les sort, il y a des fois un gros décalage, ou parfois on réduit les temps si on veut être plus dans l'actualité. Mais là, c'est sûr que sur l'année 2020, on avait décidé de faire une année très féministe. Ouais. Du coup, on a d'autres ouvrages qui arrivent dans l'année, qui ne sont pas encore annoncés. Vraiment dans le sens large du terme aussi. Hein. Pour moi, un ouvrage comme Running Girl, ma course vers les Paralympiques, qui parle d'une héroïne qui a eu un cancer, qui se fait amputer d'une jambe, qui va devenir athlète pour participer aux Jeux Paralympiques. Je trouve aussi que c'est intéressant parce que c'est d'abord un shoujo manga qui n'est pas du tout romantisé. On a une héroïne qui va se lancer dans le sport avec justement une question sur c'est quoi la féminité avec sa jambe en moins. Voilà, on a plein d'ouvrages. Qui n'est pas forcément au lycée, attendre que le beau gosse lui fasse un clin d'œil, alors qu'en fait c'est la meuf derrière. C'est joyeux, ce soir. Voilà, on va parler d'amputation et de... Non, mais vraiment, la table ronde est nécessaire, je pense. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes dans l'audience, donc, et je vois aussi des hommes. Donc vraiment, merci d'avoir fait le déplacement. Et on va commencer d'abord par cet ouvrage. Une jeune femme qui est journaliste de parcours comme toi, qui est allée à la rencontre des guerrieros péruviens, des narcotrafiquants... bref, elle a bravé tous les dangers, elle a fait une 60aine de pays et les gens lui demandaient au cours de tes reportages est-ce que tu as déjà eu peur, est-ce que tu t'es déjà sentie insécure et elle qui est très aventureuse, en tout cas l'été, ne s'était jamais sentie insécure. C'est dans son pays, prétendu comme l'un des plus sûrs du monde, le Japon, où elle a connu l'horreur. Donc voilà, Ito Shiori a été victime de viol. Elle s'est réveillée dans une chambre d'hôtel en train de se faire violer. Et aujourd'hui encore, elle n'a pas totalement obtenu justice, quoi, puisque l'accusé fait appel. Mais bon, voilà, on ne va pas forcément rentrer dans ces détails un peu deep et qui sont tout à fait sordides, mais on va plus parler du fait qu'elle a osé briser le silence, elle a osé montrer son visage, et c'est ça qui lui a été reproché. Donc voilà, on va parler de ce terme-là. Donc tu as eu l'honneur en fait de l'interviewer. Qu'est-ce que toi tu as ressenti? Comment on prépare une interview comme ça en fait? Comment on prépare une interview de ce genre-là? C'est très compliqué déjà. Il y a l'ouvrage, il y a des préalables, il y avait l'actualité effectivement puisque nous avons eu la sortie du livre en avril. L'affaire elle a commencé bien avant ça.
Déjà, elle l'évoque, dès 2017, en mai 2017, c'est là où elle commence à parler auprès de la presse, elle organise une conférence de presse. À partir de là, quand on connaît, quand on lit et qu'on découvre tout son parcours, tout son combat pour essayer de se faire entendre et pour essayer d'obtenir justice, parce que c'est de ça dont il est question, la démarche de ce livre-là, c'est d'essayer d'obtenir justice, parce qu'on lui a refusé dans son pays. Ouais. Donc c'est ça, c'est ce but-là. Et ensuite, elle l'explique dans son avant-propos, c'est pour les autres femmes, après elle, parce qu'elle ne veut pas que ça se reproduise. Il y a une certaine omerta sur le viol au Japon ? Oui, c'est un gros tabou, c'est un sujet qui est vraiment tabou pour les femmes. Et puis en plus, elle soulève dans son livre quelque chose, enfin quelques statistiques, mais le viol, on a tendance à penser que c'est un homme, un inconnu qui se jette sur vous dans la ruelle, un peu sombre le soir. Pas forcément, ça peut aussi être quelqu'un de votre entourage, ça peut être quelqu'un que l'on connaît, que l'on côtoie, avec qui on travaille. Là, c'était le cas, et c'était le directeur d'une très grande chaîne, donc TBS, Tokyo Broadcasting System, un proche du Premier ministre, donc comme vous pouvez le comprendre, aller en justice contre un homme comme ça, c'est vraiment se battre contre un moulin à vent. Et prendre la parole, ça a été très très difficile, quoi. Parce que tout le monde lui a mis en fait des bâtons dans les roues. Et puis même sa famille ne voulait pas. Elle ne voulait pas qu'elle s'expose parce que c'est... Au Japon, il faut bien comprendre que la honte rejaillit sur toute la famille. Grosso modo, c'est ça. Donc finalement, elle s'est énormément mise en danger pour essayer d'obtenir réparation. Et puis en plus, bon, elle a été quand même traînée dans la boue. Je ne sais pas si vous avez pu voir. Vraiment, on a inventé tout un tas d'histoires sur elle. On ne savait plus qui était la victime, qui était l'accusé. C'était moche à voir. Et moi, j'aimerais qu'on fasse un peu le parallèle en France, puisqu'elle explique que pour pouvoir inculper quelqu'un de viol, on va garder le terme de viol parce que c'est un peu nuancé au Japon, la loi a été réécrite, etc. Mais pour inculper quelqu'un, il faut que ça parte d'une plainte. Et en France, il y a beaucoup de cas de femmes qui sont violentées, qui subissent des maltraitances, qui sont victimes de viol. Tant qu'elles ne portent pas plainte, il ne se passe rien en fait. Et j'aimerais qu'on rebondisse là-dessus. Est-ce que, question bateau, est-ce que c'est normal ? Est-ce que les choses doivent changer ? Est-ce que nous, on peut faire quelque chose ? Est-ce que le fait d'en parler sur les réseaux, d'être choqué, est-ce que ça change quelque chose ? Et dans votre métier de tous les jours, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de dénoncer ? Bien évidemment. Pour moi, la réponse me paraît assez évidente. C'est pas si... Non, d'accord, oui, effectivement, oui, c'est pas faux, oui. C'est mon opinion personnelle, en tout cas. Voilà. Puis là, il y a une nuance aussi. Tu évoquais le fait qu'il y ait la notion de viol, de quasi-viol, etc. Ouais. Il y a des nuances au Japon. Et encore pire, bien avant l'affaire Shiori Ito, avant 2017, la loi était toujours restée la même. Et la notion de viol, elle ne recouvrait que la notion de pénétration vaginale. Et rien d'autre. Voilà, vous faites sodomiser à la sortie d'un bar, ce n'est pas un viol. Hein, on va parler entre nous. Et donc, le plus important, il n'y avait que les femmes qui pouvaient être violées aujourd'hui. Oui, voilà, en plus. Donc, voilà, il y a une très bonne ambiance. Donc c'est sûr qu'il y a eu quelques évolutions. Ouais. Mais il y a un autre point qui est assez important également et qu'elle énonce dans l'ouvrage, c'est la notion de consentement qui, là, est très délicate au Japon parce qu'il faut que la victime soit capable de prouver qu'elle n'ait pas été consentante. Alors déjà qu'il y a des difficultés, quoi. C'est un peu compliqué là. C'est un peu la parole contre celle de l'autre, quoi. Mais j'ai dit non. Non, elle a dit oui. Ok. Et du coup, on fait quoi ? Du coup, c'est grave, fait, quoi. Du coup, que de l'inaction, on peut que rien faire, quoi. Malheureusement, c'est ce qu'elle explique très bien dans son livre. Toutes ces étapes, tout son combat, c'est à cause de cette notion de consentement, de non-consentement. Et le mystère de la boîte noire, donc des pièces fermées où il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de vidéosurveillance, donc il est impossible pour elle de prouver qu'elle n'ait pas été consentante une fois arrivée. C'est terrible. Et puis il y a très très peu de plaintes finalement qui aboutissent. Très peu de plaintes, effectivement. Puisqu'elle expliquait qu'en fait la police ne prend pas du tout au sérieux ces plaintes-là, quoi. Donc imaginez-vous traverser l'horreur et en plus vous heurtez à un mur qui vous dit non en fait c'est pas arrivé et tu es en train d'affabuler. C'est horrible et moi je me demande dans un pays qui est aussi sûr. Alors, moi c'est quelque chose que j'ai toujours entendu et des choses que j'ai aussi répétées. Vous pouvez laisser votre portefeuille sur la table d'un bar et vous revenez. On vous le ramène, sinon quelqu'un vous le ramène. Totalement.
Bon, ça m'est déjà arrivé, je sais pas vous, mais moi j'avais oublié mon MacBook dans un taxi, on me l'a ramené 2 jours après, hein, ça n'arrive jamais. Mais dans un pays aussi sûr, finalement c'est quelque chose d'assez répandu, de ce qu'on sait, et peut-être même de ce qu'on ne sait pas. De ce que j'ai appris, en tout cas en enquêtant sur place, j'ai découvert ma grande tristesse, même, ça, je vais dire mon opinion personnelle, c'est vraiment avec grande tristesse que j'ai découvert que voilà, le problème c'est que le sujet est tellement tabou qu'il y a très peu de femmes qui vont aller porter plainte ou qui vont reconnaître avoir été victimes d'une agression sexuelle ou de viol. C'est également le cas pour le harcèlement sexuel, hein. Elles se font harceler et elles vont pas le dénoncer, elles vont pas se battre contre parce que c'est tellement ancré dans la société ou c'est tellement mal vu de le dire, de l'énoncer ou de dénoncer son agresseur que finalement c'est un cercle vicieux. Ouais. Et c'est très malheureux. Et j'ai découvert également au cours de ce reportage que je ne sais pas si on peut dire le pire, mais d'une manière différente, la violence conjugale, elle est quand même très présente et qu'elle est encore plus taboue, presque. Parce que si une femme qui est victime de son conjoint, un viol, même si elle est violée par son conjoint, ou qu'elle soit battue, elle ne peut pas porter plainte parce que la police lui dirait c'est une affaire privée. Ah ouais. Donc ça reste entre vous, réglez vos problèmes. C'est pareil, violence sur les enfants, c'est énorme. C'est terrible, il y a du chemin à faire, quoi. Et je me disais, on a tous, excuse-moi, on a tous été au Japon. Vous avez peut-être déjà vu ceux qui ont été des wagons réservés aux femmes dans les transports en commun. Et c'est vrai que ça nous semble un peu aberrant, on se dit, mais attends, mais pourquoi cloisonner, etc. Mais du coup, ça fait sens pour toi, maman ? Alors, vu l'historique qui est chicane, oui, ça fait sens, mais pour autant, j'ai envie de dire que c'est pas le seul pays où on se fait tripoter dans le métro. Oui. Donc, c'est pas faux. Donc là, pour le coup, je sais pas trop, je ne saurais pas émettre d'avis vraiment là-dessus. Bruno ? En fait, moi, ce qui m'interroge toujours, c'est que là, on parle de la situation au Japon, et de toute façon, elle est problématique. Mais c'est en fait, quand on compare la situation en France, j'ai toujours peur, en fait, qu'on pointe un pays du doigt, et qu'on dise, ouais, c'est pas bien dans ce pays, et qu'on oublie de regarder dans Ah l'autre. oui, c'est la même part. Et en fait, il semble, quand on entend les témoignages des femmes qui vont porter plainte après un viol au commissariat, on entend plein d'horreurs aussi, quoi. Donc après, je suis pas du tout expert du sujet, j'ai pas lu des statistiques ou des études, donc j'en sais rien. Mais en fait, j'ai l'impression que ce problème, ce sexisme généralisé, il est partout dans les sociétés modernes, quoi. Et en fait, moi, j'aime le manga parce qu'ils abordent ces sujets-là beaucoup et frontalement, et dans des ouvrages qui sont considérés, entre guillemets, d'entertainment de grand public. Et c'est ça qui est fort dans l'éditorial japonais, et que j'ai trouvé qu'il a peut-être manqué un peu des fois dans la BD franco-belge à une époque. Mais ouais, tout ce qu'elle raconte là, est-ce qu'en fait on a de fait des témoignages qui commencent à sortir aussi en France, hein, et heureusement, mais en fait c'est un peu je vais reprendre une citation de Fruit Basket. À un moment, c'est comme il y avait des personnages qui évoquaient vers le tome 20, je crois, où ils évoquaient justement la douleur des gens, et que finalement, en fait, dans le curseur, on ne peut pas comparer la douleur des gens et évaluer laquelle est pire que l'autre, en fait. Oui, Et je ça crois reste que une douleur. globalement, le sexisme, dire s'il est pire en France ou au Japon, je crois que c'est difficile. Oh non, de toute façon, c'est pas la peut question. Ça a l'air d'être un peu plus violent là-bas parce Je sais qu'il pas. y a. C'est du différent. non-dit, en fait. En Il y fait, a c'est du non-dit, mais en parce fait. que ça fait partie de la si, en fait. culture des Japonais aussi, le non-dit. Ouais, globalement, dans la globalement, société. on peut- donc, ouais. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu plus violent là-bas parce que même les proches de la victime n'approuvaient pas en fait ce qu'elle faisait en fait, les conférences. On peut y voir une faut forme attaquer aussi, de protection, C'est un cette peu culture de la pudeur différente. aussi, c'est la culture de la pudeur qui C'est veut culturel qu'on ne aussi veut quand pas. on voit comment utiliser le préservatif au Japon. Ah, j'ai pas testé. Hein. Je peux pas vous dire, mais. Pour faire simple, tu pourras confirmer. Le sida, les Japonais n'ont pas le sida. Le sida vient des autres. Et la génération qui utilise le préservatif aujourd'hui, c'est les jeunes qui ont 18, 19 ans. Parce que quand tu vas proposer à quelqu'un de mettre un préservatif quand tu as une trentaine d'années, C'est presque comme nous, insultant en mode t'as une. on va dire ah mais non, il n'y a pas besoin. Et en fait, il y a des centres de traitement du VIH, etc., il n'y a pas de problème. Mais le sida ne vient pas des Japonais. Et en fait, c'est culturel, c'est sûr. Mais en fait, quand on voit ce genre de choses et quand on transpose ça par rapport au viol, il y a une lacune énorme. Alors déjà en France, c'est compliqué d'aller porter plainte pour viol et on va vous dire, vous êtes sûr que vous vouliez pas un peu.
cette histoire de préservatif au Japon, c'est même pas la peine d'y penser. Mais par En fait, contre, je voudrais quand même relever quelque chose, c'est qu'au cours de mon travail de recherche, j'ai découvert quand même que ce patriarcat, on va dire, plus que le sexisme, parce qu'après je ne remets pas en cause la non-existence de sexisme auparavant, le patriarcat, il émerge quand même vraiment au Japon à l'ère Meiji, c'est-à-dire à l'ouverture. Mais c'est toujours ça. Voilà. Donc de là à dire que ce patriarcat, ce machisme vient de l'Occident, je n'affirmerai pas totalement, mais voilà, il y a quand même, avant, par le passé, le Japon n'était pas totalement comme ça, vis-à-vis des femmes. C'est sûr. Mais oui, quand on regarde On a des aussi moins de documentations par témoignages. rapport à ça, oui. Aussi. Où elles sont peu Et relayées. il n'y a aucune plainte. Donc là, en l'occurrence, c'est un peu difficile aussi de... Puis en fait, je crois que moi, à titre personnel, quand j'allais au Japon, déjà coréenne au Japon, c'est 2 salles, 2 ambiances, hein, il faut le dire. Vous n'êtes pas accepté partout. Mais quand j'y suis retournée enceinte avec un ventre évident, alors là, j'étais une déesse sur Terre, avec un tapis de fleurs et des cerisiers autour, c'était incroyable. Comme la femme était glorifiée comme étant le saint incubateur de la vie. Ça, c'est marrant parce que la journaliste Karine Nishimura Coupé, quand elle était enceinte au Japon, elle a raconté plein d'anecdotes dans le métro où les gens, et les hommes notamment, étaient ultra incorrects avec elle, lui appuyaient sur le ventre, prenait sa place pour s'asseoir, refusait, faisait genre, il ne voyait pas et tout, donc c'est assez marrant. Mais quelle horreur! Non mais le contraste entre les deux témoignages, c'est ça que je veux dire que la situation n'est pas marrante. Ah non, vraiment, c'est... Oui, non, oui. C'est le contraste. Précise pour les gens qui nous regarderont après. C'est le contraste qui est surprenant en fait, parce que moi du coup j'avais l'image, vu les témoignages de Karine Nishimura Poupée, je me dis waouh, et là il y a un témoignage. Et je crois qu'en fait il n'y a pas de vérité absolue, quoi. Il n'y a que des témoignages et des expériences, mais on me l'avait dit en amont, on m'avait dit tu verras la femme, la mère là-bas est vraiment sanctifiée, quoi. Et j'ai pu voir la différence. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie question du tabou au Japon, et je m'interrogeais justement dans le manga. C'est vrai qu'on est quand même abreuvé de shonen, de shoujo, etc. Et pour rentrer dans des sujets un peu plus tranche de vie, des sujets de la vraie vie finalement, toi en tant que directeur éditorial, c'est un vrai choix d'aller piocher des titres. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une grande pluralité de titres, ou alors il faut quand même creuser un petit peu? Après, moi je publie ce que j'aime, donc en fait, voilà, bien qu'on publie. Ouais. C'est les histoires qui m'intéressent. Globalement, dans la fantaisie, tout ça, c'est des choses qui me parlent pas beaucoup, donc je ne sais pas travailler sur ça. Donc effectivement, je vais piocher dans les choses qui me parlent, et des choses qui me parlent, c'est souvent des choses qui parlent du quotidien, et effectivement, au Japon, voilà, il y a beaucoup d'œuvres, énormément d'œuvres qui parlent du quotidien, et en fait, c'est facile d'en trouver. En tant que lecteur, en fait, avant d'être éditeur, je suis lecteur, et naturellement, je vais commander plein de bouquins que j'ai envie de lire, qui me donnent envie de lire, et souvent, c'est des bouquins qui parlent du quotidien, et après, il y a la question de savoir est-ce qu'on va pas prendre trop de risques en publiant ça quand même, parce que c'est pas forcément ce que les gens ont envie de lire non plus. Mais voilà, c'est très riche, c'est clairement très riche, et je pense que c'est pas fini. Enfin, le Japon a toujours été très réactif. Après, pour moi, il y a eu un basculement dans les œuvres qui parlaient du quotidien. Ça veut dire que, bon, après, je vais revenir sur le shoujo, mais c'est vrai que le shoujo, à une époque, parlait du quotidien, mais souvent d'un quotidien fantasmé de personnages occidentaux, parce qu'il y avait quand même une espèce de complexe d'avoir perdu la guerre, etc. Et les grandes autrices, souvent, elles parlaient, Candy, Lady Oscar, tout ça, c'est des personnages qui c'est pas en Europe. Et il y a eu un basculement où les auteurs, les autrices notamment, se sont réappropriés leur quotidien, leur vie, et il y a eu des générations d'autrices, des gens comme Fusako Kuramochi, comme Ryo Ikuemi, qui sont arrivés, qui ont dit on va remettre les histoires au Japon, et qui ont mis des héroïnes japonaises qui se passaient au Japon, et c'est d'où l'explosion aussi du shoujo manga, et ça a dérivé vers du seinen aussi. Voilà. Mais alors, du coup, est-ce que de manière vraiment un peu grossie, on peut dire qu'il y a un tabou dans la société, mais qu'il y a quand même une libération de parole en termes de créativité d'œuvre? Est-ce que la parole se libère dans les œuvres? Dans le manga, je trouve que globalement, elle a toujours été assez libérée. Des histoires de viol, je pense qu'il y en a depuis très longtemps dans les mangas. Alors après, des fois utilisées n'importe comment, des fois où c'est juste là pour en tant que ressort scénaristique. Mais voilà, il y avait déjà à l'époque, Tezuka, il a fait des œuvres comme Ayako qui parle quand même, ça parle quand même de la situation des femmes au Japon de manière assez troublante.
Et c'était il y a très longtemps, quoi. Donc après, c'était un homme qui en parlait, mais voilà, il y a eu des sujets, il y a eu plein de sujets, même dans les Oscars, à un moment, elle manque de se faire violer par son ami d'enfance. Donc c'est des sujets qui étaient déjà abordés. Ouais. Alors après, est-ce que ça va jusque dans la société Donc il n'était pas dénoncé. Après, quand tu as une héroïne qui manque de se faire violer, c'est quand même... Après, typiquement, je reprends un autre exemple d'un bouquin qu'on avait fait il y a longtemps chez les éditions Delcourt, mais un bouquin qui s'appelle Comme elle, de Sakura Fujisue. En fait, dans le tome 2, vraiment, l'histoire du livre, c'était deux lycéennes, et il y en a une des deux qui va se faire violer. Et en fait, tout le bouquin parle de sa reconstruction. Alors, le bouquin a fait parler à l'époque. Je pense que c'était moins mis en avant à l'époque, ce genre de sujet. N'empêche que, comme elle, je le sais, j'ai des témoignages derrière, ça a vraiment marqué des gens qui ont lu, qui avaient besoin de le lire. Parce que, déjà, comme elle, oh là là, c'était il y a longtemps, c'était il y a 10-15 ans peut-être. Ça ne nous rajeunit pas. Mais voilà, et donc, d'ailleurs, c'était criant. Enfin, il y avait un truc qui était tellement surprenant dans le tome 2, c'est que le moment où elle réalise qu'elle va se faire violer, en fait, c'est son copain qui la laisse dans l'appart avec un de ses camarades de classe, en fait, parce qu'ils ont dealé un truc, et c'est qu'il lui passe dessus en échange d'autres choses, quoi. Donc le mec, il laisse sa copine avec quelqu'un d'autre, et donc elle va se réfugier dans les toilettes, et au moment où elle réalise qu'elle est acculée, elle ressort, elle dit ok, mais tu utilises une capote, quoi. Et c'était d'une violence, cette scène, parce qu'il y a une espèce de résignation, et ça reste un viol, clairement. Ouais. Même, Alors là, la question du consentement. Ouais, c'est pas du consentement. Les filles diront, t'étais d'accord quand même. Non, c'est une horreur. Mais donc c'est une horreur, ce bouquin. Enfin, ce que ça décrit, mais ça parlait déjà de ça il y a 15 ans. Donc en fait, c'était dénoncé. Ouais. Après. Mais est-ce que toi, en tant qu'éditeur, tu as une vue sur le lectorat? Est-ce qu'il y a des hommes qui lisent ce genre d'ouvrage? Est-ce que ça a un peu ouvert les consciences? Au Japon, j'en sais rien, je peux pas parler. En France, mais en France en France, je pense qu'on a, j'espère, après en salon, on a un lectorat assez mixte. Ouais. On le voit sur les stands, quand on prend des stands. Après, j'espère vraiment qu'on a un lectorat mixte. Mais c'est vrai que sur les salons, on a aussi... des fois, il y a des gens à Japan Expo, tout ça... Je vois des jeunes qui passent, qui regardent le temps, ils disent ah mais là ils ont que des chevaux et puis ils s'en vont. Ouais. Donc c'est que des mecs, mais alors qu'on n'a pas que des chevaux, c'est pas vrai. Et puis d'abord il n'y a pas de problème avec les chevaux, j'aurais que des chevaux, ça me dérangerait pas fondamentalement parce qu'il y a plein de super chevaux aussi. Mais donc il y a quand même encore ce problème malgré tout de fait. Ouais. Ok. Yatou, tu es auteur et je me disais, toi tu dénonces dans tes œuvres des choses qu'on a peut-être tous vécues, le harcèlement de rue. La maltraitance de stagiaires, je sais pas, on a tous peut-être des expériences perso dans lesquelles on va se retrouver dans tes œuvres. Est-ce que toi, c'est difficile pour toi de dénoncer quelque chose ou au contraire, ça te semble naturel? Tu te sers de ça pour parler de tes expériences? En fait, je me sers de la BD pour dénoncer certaines choses. En fait, c'est grâce à la BD que je peux dire tout ça. Parce que, en fait, avec la BD, on peut rajouter un peu d'humour aussi sur des situations qui ne le sont pas vraiment. Et c'est ça qui est intéressant, mais par exemple sur les stagiaires, c'est un album autobiographique où j'ai été exploitée. Et même il y a même un moment, en ayant un avis objectif, il y a un moment que je n'ai pas parlé là-dedans, c'était une forme d'harcèlement en fait que j'ai vécu là-bas. Et en fait j'en ai pas parlé, je le regrette en fait aujourd'hui. Et je sais pas pourquoi j'en ai pas parlé alors que c'est un album que j'ai voulu assez complet, qui raconte un peu mes déboires, avec mes boss qui m'ont un peu maltraité. Et je crois que tous mes albums, c'est le truc que je regrette en fait de pas... Avoir poussé jusqu'au bout. De pas avoir poussé jusqu'au bout en fait. En fait à l'époque, je crois que les langues n'étaient pas déliées vraiment en fait. Là, avec le MeToo et les hashtags, tout ça, on commence de plus en plus à en parler. Je pense qu'à l'heure actuelle, j'en aurais parlé. D'accord, c'était pas un simple oubli, c'était peut-être aussi pas le bon moment. Ouais, aussi, et puis, je sais pas, je pense, pour moi, c'était pas nécessaire, je sais pas pourquoi Ouais. Enfin bon, et du coup, avec les albums que je fais actuellement, j'essaye d'approfondir un peu plus ce que j'ai vécu, ou même quand c'est fictif, d'aller au fond du sujet, en fait. Et de mettre en scène des choses qui dérangent en fait. C'est ça qui je trouve intéressant, c'est quand ça dérange, ça pose des réflexions en fait. Mais pourquoi ça dérange? Par exemple, dans l'album Erika, le prince en détresse, j'ai fait une situation inversée, comme c'est une histoire où les rôles sont inversés.
et ben il y a une situation où c'est un mec qui non c'est une femme, bah du coup ouais, j'ai fait l'inverse. C'est la femme qui harcèle. Je me fais des nœuds au cerveau du coup. C'est la femme qui harcèle un mec et du coup en fait c'est une histoire que je mets sur les réseaux sociaux au fur et à mesure sur internet, sur mon blog yatou.fr du coup je poste. Et du coup je le mets au fur et à mesure et quand j'ai mis cette scène ça a dérangé plein de gens en fait. Ils me disaient mais quoi c'est pas normal, je suis choquée et tout. Mais ouais mais dans le sens inverse tu m'aurais pas dit ça en fait. En fait c'est une scène où on voit c'est une femme qui dénude un mec, comme en fait ma référence c'était Zorro. Dans Zorro, on voit clairement le mec, il se passe un combat avec la fille et puis il a des nus, mais c'est drôle en fait. Quand j'ai vu ça, moi-même j'ai rigolé et tout. Mais en y réfléchissant, bah non, c'est pas bien en fait. Je sais pas. Et du coup, en faisant l'inverse, ça a dérangé les gens en fait. C'est ça qui était marrant. Enfin, marrant parce que je me suis pris des pics quand même. Ouais. Mais comme quoi, on n'est peut-être pas toujours prêt à accueillir ce genre de petits chocs, quoi. Ouais, mais c'est nécessaire. C'est un choc qui est nécessaire, en fait. Il faut dire les choses, en fait. C'est le plus compliqué, je pense. J'ai une question. C'était des reproches d'hommes ou de femmes sur cette scène-là ? Les deux, en fait. C'est ça qui était vraiment étonnant. C'est même de femmes qui m'ont reproché la scène. Je suis waouh. Et du coup, en fait... Du coup, ça me rappelle aussi Shiori Ito. Quand je me suis un petit peu renseignée sur son parcours, quand j'ai vu ce qu'elle a traversé, et en fait, même les femmes lui ont reproché d'avoir dit ce qu'elle a traversé, en fait. C'est ça qui est fou. T'es même pas soutenue par je sais pas comment on dit, par les femmes, en fait. Et une femme n'était pas soutenue par les femmes. Et je trouve ça dingue, en fait. Mais après, encore une fois, il y a des contextes, ça me fait penser, on va passer très rapidement dessus, sur Marie Saint-Filtre, je l'adore, qui, pendant la marche Nous Toutes, s'est illustrée en train de faire semblant de fouetter des hommes, ce qui n'était pas absolument pas le propos de cette marche. Et du coup, beaucoup de femmes sont montées au créneau, se désolidarisant du coup d'une autre femme en disant « ce n'est pas le propos, ce n'est pas l'endroit ». Et ce n'était pas le lieu pour choquer. Toi qui du coup aimes justement choquer par l'humour, est-ce que toi tu peux comprendre cette démarche ? Est-ce que tu peux comprendre que parfois il faut un électrochoc par l'humour qui va peut-être choquer les gens, les femmes y compris ? Oui, en fait, je trouve qu'avec l'humour, ça permet d'avoir une prise de conscience qu'on n'aurait pas eu forcément avant. Après, qu'il y ait de l'humour ou pas, moi je trouve du moment qu'on le dit, c'est déjà bien en fait. Après, moi j'utilise l'humour parce que c'est ma façon de parler, c'est ma façon de dire les choses, c'est ma façon de dessiner. Mais de n'importe quelle façon, il faut dire les choses en fait, que ce soit avec de l'humour ou de façon grave. Il faut dire les choses. Même, je rebondis ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'harcèlement que j'ai vécu en agence de pub. En fait, je ne l'ai pas mis parce que c'était pas de l'humour, en fait. C'était pas drôle. Ouais. Et comme je voulais faire un album drôle, je l'ai pas mis. Et du coup, mais des années après, en fait, je l'ai... Un tome 2 oui, en fait, j'y pense. Je me dis, j'aurais dû le dire. Merde. Fais-toi harceler un bon coup, comme ça, un tome 2, et t'auras plein d'histoires. Alors, je te le souhaite pas. Mais voilà, j'aimerais rebondir avec vous de manière plus générale sur... quand tu as créé Pas mon genre. Est-ce que les filles doivent avoir les cheveux longs ? Est-ce que les filles doivent aimer le rose ? Est-ce que les filles ont de tels cheveux ? Non. Mais est-ce que finalement on commence à prendre conscience qu'on n'est pas tous obligés de s'enfermer dans des cases ? Je pense que les mentalités évoluent et que ça... Mais petit à petit en fait. Mais c'est vrai que quand j'ai fait Pas mon genre, j'explique un petit peu mon ressenti de l'époque. C'était les années lycée, les années collège. J'avais vraiment l'impression d'être à part, alors que pas du tout en fait. J'étais une fille, mais je ressemblais pas aux filles, on va dire, populaires qui avaient les cheveux longs, qui se maquillaient forcément, qui suivaient la mode. Et du coup, on se sent vraiment à part en fait. On ne devrait pas avoir ce sentiment-là en fait, parce qu'on est tous uniques, on a tous une personnalité, peu importe ce qu'on montre en fait. On a tous le droit d'être différents les uns des autres. On est juste différents en fait. On ne devrait pas se préoccuper de l'apparence
à ce point-là en fait. Et du coup dans le bouquin j'explique que à un moment donné j'ai changé, j'ai essayé de changer en fait, j'ai tout pété en fait, j'ai changé, J'ai tout cassé. ouais, j'ai changé de coiffure, j'ai changé de vêtements et tout pour essayer de plaire aux autres. Mais je me suis rendu compte que ça sert à rien en fait. Tu te plaisais pas forcément. Je me plaisais pas moi en fait. J'ai réussi à intégrer des groupes d'amis, mais ça m'intéressait pas parce que tout ce qu'elle racontait, ça me saoulait en fait. Ouais, c'était pas C'était chiant. Ouais. Et je faisais pas partie de ce monde-là, enfin s'il y a des mondes. Mais il n'y avait pas d'affinité. J'ai voulu appartenir à un monde qui me ressemblait pas en fait. Et du coup, j'ai perdu 1 an au lycée. Mais j'imagine, il y a des lycéens ou des étudiants ici, ou vous êtes tous dans la vie active étudiants. Ça, c'est des choses que vous avez vécues, d'essayer de coller une image pour ne pas être le mec ou la meuf au coin. Et moi, j'ai eu la chance d'être dans un lycée où il n'y avait pas beaucoup de jugement. Ouais. Donc ça a été. Et ça a été pour beaucoup de monde, même les personnes qui faisaient partie de la communauté LGBT et qui n'étaient pas forcément. Moi, je viens de Versailles, donc j'ai une vie très ouverte d'esprit. Ah oui. Et pourtant, on a un lycée qui. On n'a pas vraiment eu de cas de harcèlement et les gens n'ont pas de mal à venir parler à quelqu'un d'autre pour avoir besoin d'aide, etc. Donc ça aide beaucoup. Moi, j'avais d'autres amis qui étaient dans d'autres lycées et totalement l'inverse. Dès qu'ils avaient le moindre truc qui n'était pas comme tout le monde, ça allait plus, ils n'arrivaient plus à s'intégrer au groupe, etc. Mais à la fac, je le ressens moins. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, moi, c'est des choses que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, des cas de harcèlement, de filles qui n'arrivent pas à dire qu'elles aiment, par exemple, des mangas horrifiques parce qu'elles passent pour une meuf tout de suite bizarre. Même sur la lecture des mangas. Ouais, sur la lecture des mangas, sur ce qu'elles écoutent, sur ce qu'elles mangent. Sur les goûts de chacun, finalement. Et surtout. Et du coup, je me disais, est-ce que, il y a quand même longtemps, moi je me souviens quand j'étais bien plus jeune, donc on parle d'un temps que je n'avais peut-être pas connu, les femmes dans les mangas avaient des seins absolument énormes, mais genre gigantesques. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Ouais, mais franchement, l'allergie mammaire, elle est toujours là. J'ai l'impression que ça a diminué parce que là, elle marchait, la terre tremblait pendant 15 minutes. Ouais, encore aujourd'hui, il y en a. Et alors, est-ce que c'est un code du manga qui... Moi personnellement, je me dis, j'ai pas envie que ça change pour plaire aux hommes. Mais du coup, est-ce que les gens qui s'en plaignent en disant, c'est à cause de ces codes graphiques que je me sens mal dans ma peau, parce qu'on rentre en fait dans ça aujourd'hui dans la société, je suis mal à l'aise vis-à-vis de ça parce que cette fille sur Instagram est trop jolie et du coup moi je me sens mal. On avait ce phénomène un peu avec le manga à l'époque. Est-ce que toi tu as pu voir à l'échelle, à ton échelle, un changement dans les codes graphiques? Est-ce que tu as l'impression que les choses changent un petit peu? Après, dans les mangas, il y a toujours eu des femmes qui n'avaient pas des gros boobs aussi. Ouais, mais en général, c'était des personnages secondaires. Non, mais ça dépend des mangas. Moi, je dis Piece of My Earth ou RG Veda, des personnages, mais c'est souvent des mangas qui sont dessinés par des femmes aussi. Ouais. Je crois qu'il y a une clé là-dedans, mais c'est vrai que quand t'as... Clairement, c'est le gros fantasme. Enfin... Piece of My Earth, les personnages féminins, ils sont normaux. Oui, c'est ça, en fait, ils défient la gravité de manière normale, quoi. Non. Dans Piece of My Earth, c'était un chevaux un peu de SF. Je crois qu'aujourd'hui, il y a encore, à mon avis, des bouquins où il y a des boobs encore pires qu'avant. Ouais, dans je suis les d'accord. chevaux. Franchement, il y a des couvertures de bouquins, tu fais ouf. Comment ils ont tout fait rentrer sur ce moment-là? Il n'y a rien qui fonctionne dessus, quoi. Ouais. Après, globalement, la société de l'image, mais pas que dans le manga, pour moi, que ce soit dans le cinéma, le jeu vidéo, la publicité, elle a mis des corps qui sont censés être des corps beaux, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, mais qui sont en fait des corps qui sont complètement malsains d'un point de vue diététique et de la santé. Mais c'est ça qui est mis en avant pour être un modèle idéalisé, de beauté. Ouais, idéalisé. Et en fait, forcément, ça complexe tout le monde. Parce que c'est pas des corps qui sont sains et qui sont faits pour qu'on soit équilibré. Rien qu'au niveau basique de la santé, ça marche pas, quoi.
Comme dans Donc, One Piece, en fait, Nami, la fille, sa poitrine a augmenté au fur et à mesure des tomes. En fait. C'est hyper nickel, vraiment, on peut tout poser dessus. Poser le bateau, ça tient. Elle avait une poitrine normale au tout début. Oui, au début. Après, du coup, on assiste quand même à un phénomène, c'est un côté qui change rien. En fait, c'est pas un ressort scénaristique, ça change rien à l'histoire. À moins qu'il y ait des super pouvoirs dans ces boucles. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose que tu entends régulièrement remonter, peut-être un feedback, les gens qui se disent, oh, mais quand même, ils abusent sur les graphismes, ou au contraire, c'est totalement accepté? Après, je peux pas parler en général sur le manga parce qu'on publie ce qu'on publie aussi, donc j'ai pas énormément de mangas avec des héroïnes gros boobs. J'en ai un petit peu. Justement, on a Bloody Delinquent Girl Chainsaw où l'héroïne elle a clairement des gros boobs et il y a plein d'histoires avec des missiles vaginaux et tout ça. Ah ouais, alors. Et ouais. Et puis on a effectivement Made in Heaven, mais Made in Heaven c'est passionnant parce que en fait c'est un shoujo manga. Qui se moque justement du male gaze et justement de cette sexualisation des corps et notamment des corps féminins par les artistes hommes et qui du coup il y a une espèce de mise en abîme où la dessinatrice qui est une autrice de shoujo, elle dessine dans un magazine shoujo et met en scène un homme puceau qui dessine dans Shonen Gump qui est donc une parodie de Shonen Jump et du coup le héros il dit qu'il est tellement pro qu'il peut tout dessiner y compris des super scènes érotiques et tout mais en fait il est puceau et son éditeur lui dit ouais mais tes boobs ils sont pas très naturels et tout donc il faut qu'il commence à aller tâter des seins pour pouvoir les dessiner bien et il y a un espèce de retournement du truc parce que l'autrice a fait des parallèles graphiques entre les boobs et aussi les culs d'un personnage masculin parce qu'il y a un personnage qui est gay et en fait il s'avère que tous ces personnages là ils ont des réincarnations, avant c'était un moine, il n'avait pas le droit et tout donc, et en fait du coup c'est marrant parce que la dessinatrice elle se moque de ça justement. D'accord. Et dans un magazine de shoujo alors du coup on l'a mis dans le label What the fuck et je crois que les gens sont un peu déstabilisés parce qu'ils nous prennent soit au premier degré, c'est un peu compliqué. Je pense que le bouquin est dur parce qu'il est faut en même temps avoir le regard qui permet de se dire ok en fait le bouquin se moque justement de la sexualisation notamment des femmes dans les shonen mais en le faisant à outrance volontaire à un point où justement la poitrine de l'héroïne elle est tellement horrible que ça n'a aucun sens mais c'est tellement assumé c'est fait pour le dénoncer avec humour et il y a un espèce de troisième degré dedans mais je trouve ça assez je trouve le bouquin génial. Et du coup sans transition un autre bouquin génial qu'on peut trouver chez Akata en pro au silence, est-ce que tu peux nous faire le pitch sans spoiler encore une fois parce que je crois que j'ai la porte qui s'est ouverte. Le pitch c'est l'histoire d'une femme qui est prof et qui quelques années avant le début de l'histoire s'est fait violer par le conjoint de sa peut-être meilleure amie. Parce que même sur les relations entre les deux personnages féminins, ça c'est intéressant, et qui du coup on prend l'histoire à un moment où sa meilleure amie lui annonce qu'elle va épouser cet homme-là. Sa meilleure amie ne sait pas peut-être qu'elle a été violée, et puis on va suivre comment elle va réagir à ça aussi, sa rencontre avec un de ses élèves, un garçon aussi, un de ses plus jeunes élèves, du coup elle est dans un rapport quand même de domination par rapport à lui, parce que c'est sa prof, et lui a priori couche de manière peut-être forcée avec une femme adulte. Et donc il y a tout ce jeu de miroir aussi. Puis on va suivre le personnage masculin, est-ce que la parole va se délier ou pas. Et voilà, c'est vraiment un ouvrage pour moi qui est important. Je voulais vraiment ouvrir l'année avec ça. Le scénario est dense en tout cas. Le scénario est très dense et là c'est que le tome 1 et ça va sur 8 tomes, il y a des moments, ça parle de violence physique aussi à des moments, ça va assez loin. Justement sur comment elle va ou pas prendre la parole. C'est pas toujours agréable à lire. Non mais c'est quand même un ouvrage qui est assez unique en son genre pour le coup. L'autrice elle fait partie justement aussi de ces femmes qui parlent. C'est assez incroyable, souvent on a des auteurs qui font des choses qui, à mon avis, auteurs ou autrices, qui font des choses qui ont des grosses portées sociales, mais en interview, où ils sortent peu dans les médias, où ils ont des réponses un peu à tourner autour du pot. Elle, dans les interviews, elle y va, elle dit ce qu'elle pense, elle dit comment. Là, je suis en train de traduire 4 interviews qu'elle a données pour la presse française. Je m'arrache les cheveux. En fait, des fois, on a des interviews même où les auteurs ils répondent 3 phrases. Elle a fait des pavés, c'est super. Tant mieux, on préfère. Mais c'est d'une complexité aussi à traduire avec les bons mots et tout. Mais c'est passionnant ce qu'elle dit. Donc c'est vraiment bien. Enfin, pour moi, en tant que artiste au Japon, elle fait vraiment des. C'est pour ça que
je voulais vraiment la publier à un moment et elle fait partie des gens qui ont mis les pieds dans le plat et qui radotent pas, qui se renouvellent dans d'autres histoires, elle aborde d'autres sujets, où elle parle toujours en général des femmes, mais de manière différente, avec des tons différents, parfois avec un côté plus pop. Enfin ouais, donc c'est vraiment une grande artiste. Et voilà. Elle est vectrice quand même de ce mouvement un petit peu MeToo, bien qu'elle soit là depuis avant, mais en fait, c'est une auteure qui a fait la rencontre d'une Américaine qui lui avait présenté une œuvre d'une femme à contre-courant de ce que j'avais lu sur elle, j'avais fait des petites recherches, mais oui. Elle avait fait une rencontre avec une Yankee qui lui avait présenté... Ah oui, oui, c'est quand elle était au collège, une Yankee mais japonaise. Qui lui avait fait lire des œuvres de Kyoko Okazaki. Et qui avait été une révélation. Qui avait été une révélation parce qu'effectivement, de son constat, et c'est ce qu'elle dit souvent en interview, c'est que globalement, quand elle allumait sa télé dans l'entertainment global, les présentateurs, tout ça, il y avait beaucoup d'hommes. Ouais. Et du coup, le milieu de la culture ou le milieu de l'image publique, c'était souvent des hommes. Et que quand elle a lu, et que du coup, il y avait cette espèce de culte d'une espèce de perfection et de force en permanence, et que ce que montrait Kyoko Okazaki dans ses œuvres, en fait c'était des personnages qui étaient imparfaits, qui des fois tombaient, et puis c'était une femme qui dessinait des femmes, et que cette imperfection entre guillemets, mais qui est en fait juste réaliste, ça l'avait beaucoup marqué, tout simplement quoi, en tant que lectrice. Et oui, de toute façon clairement on ressent pour moi cette influence dans son travail. Et tu penses qu'il y a un peu d'autobiographie dans cette œuvre ? De ce qu'elle semble dire, elle a eu une amie qui a été violée et c'est beaucoup ça qui lui a donné envie d'aborder ce sujet-là aussi frontalement. Elle raconte que quand elle a appris l'existence du concept de viol alors qu'elle était enfant, ça l'a vraiment angoissée. Elle ne comprenait pas, c'était un espèce de truc qui était tellement surréaliste pour elle que voilà, pendant des années, le concept l'a violée. L'a traumatisée. Ouais. Et que même elle a été se renseigner auprès d'un commissariat et tout. Voilà. Ah, elle avait besoin de comprendre. Elle avait besoin de comprendre. Et que justement, et que c'est ce qu'elle disait d'ailleurs, que souvent on a du mal. Elle pensait que le viol c'était quelque chose qui arrivait dans la rue avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, un inconnu, et qu'à force de se renseigner sur ce sujet, parce que ça l'inquiétait, en fait elle a appris que dans plus de la moitié des cas recensés au Japon, c'est de la part de l'entourage, de quelqu'un de l'entourage ou de quelqu'un de déjà connu. Donc voilà, tout ça, ça l'a beaucoup... c'est des choses qui nous ont travaillé pendant des années, plus le témoignage de son ami, ce qui fait qu'elle a eu envie d'aborder ce sujet-là. Donc globalement, on a des œuvres qui rebondissent sur une mouvance qui est quand même... qui porte l'espérance. On espère une libération de la parole totale au Japon, mais aussi en France, c'est pas quelque chose d'acquis. Est-ce que vous, globalement, après vos travaux, après vos recherches, vous avez l'impression qu'il y a du nouveau, qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a du changement, ou au contraire, un constat un peu pessimiste, en mode où c'est pas nouveau, c'est par cycle, on a des prises de conscience et puis on passe à autre chose. En gros, vers à moitié vide ou à moitié plein? Moi, suite au reportage que j'ai réalisé, j'ai tendance à voir les choses positivement. C'est ce que je souhaite, en tout cas pour le Japon, qu'effectivement il y a une évolution peut-être lente, mais qu'il y a une évolution quand même. On a bien vu le cas de Shiori Ito, elle n'a peut-être pas eu de procès pénal, mais elle a eu son procès civil qu'elle a remporté. Bon, manque de peau, son agresseur a fait appel, il n'y a pas très longtemps. Donc il faut voir ce qui découlera ensuite, mais ce qui est important, c'est quand même que le juge, le juge qui a jugé l'affaire, a indiqué, donc elle a soulevé le fait que les arguments développés par l'agresseur étaient franchement complètement incohérents, mais en plus de ça, elle a relevé que Shiori Ito avait fait quelque chose à travers ses actions qui était dans l'intérêt collectif. Ah, et ça, c'est un grand pas. Donc ça, c'est quand même très important. Et puis, elle a réussi à fédérer autour d'elle, au-delà du MeToo qui est devenu WeToo, qui est également With You, qui est également Open the Black Box, qui est également Voice Up, Stand Up Japan, et plein d'autres noms. Il y a également les Flower Demo qui ont lieu chaque mois au Japon. Au départ, ça avait lieu à Tokyo. Maintenant, ça se répand un peu à travers tout le pays et il y en a toujours chaque mois. Donc, il y a quand même quelque chose. Est-ce que ça va changer dans l'immédiat? Ça, je ne pense pas, non, parce que le Japon ne fonctionne pas de cette manière non plus. Mais est-ce qu'on peut avoir l'espoir que ça change, qu'il y ait une prise de conscience, que ça finisse par rentrer dans la tête?
je l'espère, oui. En tout cas, d'un point de vue législatif, les choses... Il y a un premier pas, ce n'est pas suffisant. Effectivement, il y a une pétition qui a circulé après la modification de la loi pour demander au ministère de la Justice d'ajouter, de changer cette foutue notion de non-consentement. Ouais. Donc il y a du chemin il y a encore du travail, à faire, quoi. Ça, c'est sûr. Malheureusement. Toi, il y a tout ton ressenti en tant qu'artiste. Est-ce que tu as l'impression que tu as déjà survolé un grand panel de mots, MAUX, ou il y a encore des choses à dire? Il y a encore plein de choses à dire, ouais. Malheureusement en fait. À titre personnel et à titre même sociétal. Mais on parle en France ou au Japon? De manière globale, j'ai vu que tu avais fait un album sur le Japon aussi. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te touchait? Est-ce que c'est quelque chose que tu voyais? Ou tu idéalisais un peu, comme nous tous, je pense, au début, le Japon? Par contre, moi, je suis allée au Japon 2 fois, mais j'y suis allée en tant que touriste. Et en tant que touriste, on ne voit pas, en fait, toutes ces choses-là. On a des étoiles dans les yeux, c'est trop bien. Ouais. Mais on ne voit pas tous ces problèmes, même si j'en ai conscience. Hein, je savais, quand j'y suis allée, je savais qu'il y avait quand même un côté obscur. Mais en tant que touriste, on ne le voit pas. Mais quand même, on est conscient que les mentalités vont changer, mais de façon très très lente, malheureusement. Ouais. Mais qu'avec des cas comme ça, où les langues commencent à se délier, c'est super important que les gens commencent à en parler. C'est que comme ça, en fait, qu'il y aura une prise de conscience encore plus forte et qu'on fera bouger enfin les choses, en fait. Et c'est vraiment petit à petit, même en France, en fait, hein, c'est pas gagné encore. Hein. C'est avec les féminicides et tout ça, on est loin d'avoir gagné la partie, mais voilà, c'est un changement très très lent. Mais je préfère aussi voir le truc de manière plus optimiste. On franchit des étapes, mais petit à petit, mais on les franchit quand même. Mais au moins, on a commencé à avancer, effectivement. Ouais. Et toi, Bruno? Sur la question spécifique du harcèlement et du sexisme, je pense que c'est pas à moi de répondre et que je peux pas répondre de manière honnête. Après, le constat, c'est qu'on est quand même là à parler de ces sujets dans une librairie, qu'on va après mettre une vidéo partout sur Internet. Donc c'est qu'au moins, déjà, on peut commencer à en parler. Et ça, c'est bien. Et toi, en tant qu'homme, tu te sens légitime pour en parler? Parce que plusieurs fois, sur des œufs. Ouais, mais forcément, je marche sur des œufs. Ouais, parce que quand tu nais assigné homme, forcément, c'est plus facile, quoi. De fait, toi, c'est quelque chose que tu as l'impression... tu peux le dire, tu peux l'affirmer en tant qu'homme, c'est plus simple. Après, bon, il peut y avoir d'autres problématiques. Et je suis pas trop dans la norme de la société française. En plus, je suis issu du métissage et de l'immigration. Donc voilà, je suis dans une société où de base, je suis pas dans la case entre guillemets normale. Ouais. Donc je pourrais intervenir différemment, mais voilà, sur le fait de naître femme, je peux pas en parler de manière forcément légitime. Très bien. Mais en tout cas, merci en tant qu'homme d'être venu parler. Parce qu'on est beaucoup de femmes, mais c'est vrai que le but n'étant pas d'écraser les hommes et de pouvoir parler de sexisme, parce qu'encore une fois, ça nous touche toutes et tous. Ça fait déjà 1 heure, les amis, qu'on discute de ce sujet, et peut-être place aux questions si vous en avez. Je vous ai entendu plusieurs fois réagir sur des propos. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé, des choses sur lesquelles vous aimeriez peut-être rebondir? N'hésitez pas, hein, on est entre nous. Enfin, on est entre nous, on sera sur YouTube après, mais on peut parler, quoi. Si vous avez des questions, même à poser à nos intervenants, c'est le moment. Moi, je voulais juste savoir si le mot viol existait dans la langue japonaise. Bonne question. C'est le terme de viol. Ils ont lei, puis ils disent en anglais, ils utilisent le mot anglais. Il y a un mot japonais aussi qu'ils utilisent, mais je vois moins souvent. Moi, je ne le connais pas. Dans certaines langues, il n'y a pas de mot anglais. Les Japonais absorbent beaucoup les mots étrangers. Oui, voilà, par exemple, pour dénoncer le harcèlement sexuel, c'est à l'anglaise, en katakana. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de terme... Je pourrais pas affirmer, même mais... pour ordinateur, ils utilisent des mots étrangers, donc ça c'est compliqué, par exemple. Mais ordinateur, c'est un mot récent. Viol, c'est un mot... Même des vieux mots, par exemple le mot cuillère, ils disent spoon, alors qu'il y a saji, c'est un mot japonais, et les japonais, ils ont tendance, comme ils disent, à utiliser des mots anglais, et ils oublient des fois les mots japonais à force que ça rentre dans le langage courant. Donc là, c'est juste qu'on ne sait pas. D'un point de vue de la loi, c'est pas viol, c'est relation sexuelle forcée. Voilà. Donc c'est encore autre chose. Après, je me demande comment ils disent le fameux quasi-viol qu'on voit apparaître dans le terme la boîte noire, parce qu'il y a ce concept de quasi-viol aussi. Je serais assez curieux de savoir comment ils mettent ça en japonais. C'est une quasi-agression.
Ouais, mais agression et viol, c'est pas le non mot plus la même agression chose. existe. Puisque Mais c'est quoi un quasi-viol C'est un truc juridique au Japon. Par exemple, le cas de Shiori Ito, elle le décrit un moment, en fait, son histoire aux yeux du procureur, non, pardon, pas du procureur, mais aux yeux de l'inspecteur qui a enquêté sur son affaire, ça relevait du quasi-viol parce qu'il n'y avait aucun moyen de prouver qu'elle n'avait pas consenti à son... Puis il n'y a pas une question d'être sous substance aussi? Oui, effectivement, il y avait également cette histoire-là. En plus, elle se rappelait de rien, donc elle était incapable de se souvenir de ce qui s'était passé, et donc, bien évidemment, à cause de la drogue, qu'elle n'a pas consommé de son plein gré, hein, je tiens à le souligner. Donc voilà, ce flou-là fait que son histoire a été qualifiée de quasi-viol. D'accord. Ce qui est terrible, hein, parce qu'on vous enlève quasiment votre traumatisme. Sauf qu'en fait, non, il est bien là en entier. D'autres questions peut-être? J'ai une petite question. Tout à l'heure, vous avez parlé de plusieurs termes qui sont employés au Japon, donc le MeToo, etc. Et à la fin, vous avez parlé d'un terme qui était repris tous les mois, ou quelque chose qui était fait tous les mois. Le Flower Demo. C'est quoi? En fait, ce sont des manifestations, sont des femmes et des hommes parfois également qui manifestent dans les rues du Japon maintenant. Bon, apparemment avec une fleur dans les mains et qui sont là pour soutenir les autres femmes victimes de viols, d'agressions sexuelles et pour protester sur leurs conditions, enfin sur le regard que porte la société sur elles. Donc ça s'appelle Flower Demo, ça a lieu vraiment chaque mois. Et ça avait commencé, je crois, en début d'année, il me semble, en avril, si je ne me trompe pas. Marie, j'ai une question sur Internet. Ah oui. Est-ce que nos intervenants ont connaissance d'hommes au Japon qui auraient subi des agressions sexuelles, du harcèlement, qui auraient porté plainte, ou est-ce qu'il y aurait eu une affaire à ce sujet-là? Alors il y a eu un cas, effectivement, ils en ont parlé dans la presse en évoquant le MeToo au Japon, dans la presse anglophone japonaise. Je ne saurais pas donner un nom comme ça, mais effectivement, il y a une personne qui en a parlé, et parce qu'avant cette loi, donc, les agressions, enfin les viols, les relations sexuelles forcées, pour être précise, ne s'appliquaient pas aux hommes. Et en l'occurrence, lui avait été violé par son père pendant plusieurs années. Mais il n'était pas reconnu comme victime. Voilà. Oui. En fait, moi, je voulais revenir vraiment à la base, parce que j'aimerais avoir un peu plus d'informations concernant la réception du hashtag MeToo au Japon. Parce que je crois que c'est pas du tout passé comme en Occident, finalement. Peut-être. Pardon. La réception du Ah oui, hashtag alors MeToo. au tout début, le MeToo a été mal pris. Effectivement, les femmes qui osaient se plaindre de leur situation, elles étaient la cible de violentes critiques. Shiori Ito, par exemple, déjà rien qu'elle. Et du coup, est-ce que c'est ça qui a suscité votre intérêt pour faire ce reportage, ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons? Non, c'est l'histoire, tout simplement. Le point de départ, c'est vraiment Shiori Ito. Je m'étais dit, enfin, le peu que j'avais pu lire dans la presse, ça me surprenait de découvrir cette facette-là du Japon, un pays qui est quand même une partie de mes origines. Donc j'ai essayé de comprendre un peu mieux cette situation-là, en fait. À la base, c'est vraiment parti de là, je m'intéressais au sujet, je voulais en savoir plus. Et comme j'avais la possibilité de présenter ce sujet-là au concours pour lequel j'ai postulé, je l'ai tenté et il s'avère que j'ai eu la chance et l'honneur de gagner, et ce qui m'a permis de pouvoir le faire pour de vrai, de concrétiser la chose. Et j'ai une question, du coup, Shiori Ito, c'est en quelle année qu'elle a porté plainte? C'est avant MeToo ou c'est... C'était avant MeToo. Ah, c'était avant, ok. Son agression, elle l'a vécue en avril 2015. Sa conférence de presse, c'était la première conférence de presse. Elle n'avait pas encore donné son nom de famille, mais elle avait en tout cas donné son prénom et son visage, donc auprès des journalistes en conférence de presse. C'était en mars 2017, donc c'était avant le MeToo. Okay. Et son livre est sorti effectivement au moment où a émergé le hashtag MeToo. Et est-ce que la réception au niveau du public, ça a changé? Parce qu'au début, donc, les gens étaient très contre elle, et maintenant... Effectivement, quand je l'ai rencontrée, donc c'était en avril 2019 à Tokyo. C'était juste avant le lancement d'un mouvement qui s'appelait Fight Together with Shiori. Donc c'était un mouvement de soutien par rapport au procès civil, et également le moment de lancer Open the Black Box, donc pour mettre fin à cette notion de boîte noire, en fait, qui posait problème sur un plan pénal. Et en fait, elle m'indiquait que oui, elle parvenait maintenant à rentrer au Japon, à retourner au Japon, parce qu'elle ne vit plus au Japon.
et désormais elle était accostée dans la rue pour recevoir des encouragements, ce qui n'était pas le cas auparavant. Même si la blessure reste toujours vive, elle est heureuse de ça, de pouvoir avoir des encouragements et du soutien, vraiment. D'autres questions? Ah, oui. Là-bas. Bonsoir. Est-ce que le changement ne passe pas aussi par l'éducation? Parce que on parle de beaucoup de choses qui remontent, subies de l'ancienne génération. Nous, notre génération commence à changer de plus en plus. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas intervenir davantage auprès des jeunes générations? Donc, dans le cadre de l'école... Parce qu'on a les réseaux sociaux, d'accord, il y a plein de choses sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qu'on peut utiliser, mais intervenir de manière plus formelle. Dans le cadre de l'école ou par exemple, dans le cadre de l'école, parental? parce que le cadre parental c'est compliqué parce que c'est un passif familial qui peut influencer, qui est plus compliqué à changer, parce que là c'est aux parents à se renseigner plutôt, mais dans le scolaire on peut proposer plus, en tout cas, je pense. Il me semble qu'il y a des propositions de loi. Oui. Non mais en fait, après globalement, de toute façon, tout passe par l'éducation à mon avis. Hein. Mais sur tous les sujets, hein, sur l'écologie, sur le harcèlement, c'est les enfants qui sont les adultes de demain. Hein. Et sans parler de harcèlement, même le sexisme. Mais de tous les sujets de société et tous les sujets livres qu'on utilise. Mais c'est pour ça que les livres d'humour accessibles aux enfants sont cruciaux et importants, parce que ça, je ne le ferai pas lire à un enfant. Mais voilà, c'est bien les livres justement qui peuvent être lus par des enfants, parce que ça plante des graines clairement. Mais encore une fois, on tombe dans la question de faut-il censurer certaines œuvres? On sait qu'il y a beaucoup de mangas qui sont très sexistes. Est-ce que pour autant, est-ce qu'il s'agit de surveiller ce que son enfant lit, ou est-ce qu'il s'agit de surveiller l'œuvre? Encore une fois, est-ce qu'on doit censurer un manga, ou est-ce qu'il s'agit juste de surveiller ce que son enfant lit? Il y avoir un accompagnement aussi. Là, je suis tout à fait d'accord. Et les lectures que l'enfant n'a pas justement. Ça se passe dans le cadre du coup privé, quoi. Ça se passe dans le cadre familial. Là, ça se passe dans le cadre privé. Mais dans le cadre scolaire, je pense que on a tous eu des cours d'éducation civique qui écoutaient en éducation, 0 personne. Donc oui, il faudrait des cours où les gens sont attentifs, ne serait-ce pour savoir qu'est-ce que le consentement, est-ce que c'est nécessaire. Mais je crois qu'il y a eu des propositions à ce sujet, mais encore une fois, une intervention qui est faite, mais c'est une intervention, ça dure 1 heure. Sur toute la scolarité des élèves, c'est très peu. C'est problématique, bien sûr. Officiellement, selon la loi, on est censé avoir 3 heures d'éducation à la sexualité par niveau. Oui, 3 heures, c'est rien. Hein. Selon la loi. C'est très bien que l'État français. C'est pas une question, c'est pour si on veut pouvoir profiter de la présence de Yatou et qu'elle dédicace, il est déjà très 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 tard. 22 heures. Déjà, merci à vous tous de vous être déplacés, d'être aussi passionnés, enflammés et je pense qu'on va recueillir de toute façon vos points de vue parce qu'on va tout simplement sortir à un moment pour réaménager, je crois, la librairie afin de t'aménager à toi un espace. Okay. Donc moi je vais rester encore un moment pour discuter avec vous si vous en avez envie. On va parler de mon vagin et allons parler de vagin dehors. Je peux pas me lever. Vous en êtes